Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur Numérica Télévision. Donc, voici déjà les titres. Tête à tête, gouvernement MONUSCO ce mercredi, les deux parties ont passé en revue la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays. Du 13 au 15 juin, Lubumbashi abrite une conférence Mining Week, enjeu booster le développement du secteur minier en République démocratique du Congo. Élisée Mafou et moi vous présentons ce journal. Merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison. Mais tout d'abord, une bonne nouvelle, mesdames, messieurs. Nous avons commencé des essais techniques sur la télévision numérique terrestre, TNT. Si vous êtes en possession d'une télévision adaptée, n'hésitez pas de nous faire, bien évidemment, de remarques. Débutons ce journal par cette nouvelle. Le ministre de la Défense nationale a répondu ce mercredi aux préoccupations soulevées par les sénateurs sur la convention concernant la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie. Le ministre Crispin Atamatabe explique le bien fondé de cet accord au micro de Félix Ilunga et Eric Alambay. La Fédération de Russie ne vient pas pour nous assister, faire un apostolat ou nous aider gratuitement. La convention telle que ça a été négociée et signée a jeté un cadre global. Lorsque vous parcourez l'article 1er, en fait, on a énuméré l'objet même de l'appui du gouvernement russe à l'armée congolaise. Il s'agit de livrer des armements, des matériels de guerre et autres biens. L'exploitation, entretien, réparation et modernisation des armements et matériel de guerre livré et autres prestations à caractère militaire et technique. L'envoi des missions de conseil, la livraison de pièces de rechange, la formation des spécialistes militaires dans les écoles russes. C'est en termes ramasser l'essentiel de la coopération. Il est prévu dans la convention que chaque objet tel que je viens d'énumérer fera l'objet d'un accord particulier. Ça suppose que les experts du ministère de la Défense, avec ceux de la Russie, devront se mettre autour d'une table pour examiner le besoin de la RDC et la réponse que la Russie pourra donner. En même temps, trouver des voisins moyens, comment la RDC répondra aux moyens mis à notre disposition. Un cadre de collaboration et de dialogue permanent existe entre la mission onusienne et les institutions congolaises. C'est dans ce cadre qu'une délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et des Affaires étrangères ont pris langue avec l'équipe dirigeante de la MONUSCO avec Leila Zerougui en tête. Reportage à Mendimwani. Entre la MONUSCO et le pouvoir de Kinshasa, il est important que le vu soit sans cesse harmonisé face aux missions que les deux institutions partagent en commun. Quoi de plus normal donc que le gouvernement, dans sa délégation conduite par Henri Movasakani et Léonard Shokitundu, tous deux vice-premiers ministres, avec à leur côté des responsables de la police, de l'armée, ainsi que d'autres services de sécurité, se croisent et discute avec, en presque la même configuration, du côté de l'équipe MONUSCO, Leila Zerougui, accompagnée elle aussi des responsables des différents services de la mission. Au menu deux échanges, une évaluation globale et sans complaisance de la situation politique, sécuritaire et générale du pays. Donc il est question qu'on se retrouve régulièrement pour voir comment on applique le mandat de la MONUSCO conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pour ça. Donc un échange entre la MONUSCO et les autorités gouvernementales.
peut-être vers une nouvelle ère dans le travail au quotidien de la police nationale congolaise qui se veut de proximité. Nouvelle police, nouvelle méthode. Dans ce cadre, une série de commissariats mobiles motorisés qu'on devra retrouver bientôt auprès de la population a été présentée au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mova Sakani. Amen Dimwani pour les détails. Des véhicules emménagés en poste de police, une innovation. Des échantillons de ces engins ont été présentés au ministre de l'Intérieur, Henri Mova Sakani, des outils d'appui au commissariat traditionnel qui ont pour but de renforcer la capacité opérationnelle de la police nationale sur terrain. Ces bureaux mobiles de surcroît climatisés comprennent une table de travail pour l'OPJ avec un ordinateur, mais aussi un espace d'accueil et un autre espace de détention, sans oublier un petit réfrigérateur. Le directeur général de la société qui a exécuté la commande sur financement du gouvernement a déclaré que cette commande de poste mobile de police s'inscrit dans la vision de la modernité prônée par le chef de l'État. Ces nouveaux outils seront remis dans le prochain jour au commandement de la police en vue de leur mise en circulation imminente pour plus d'actions sur terrain. Quittons le ministère de l'Intérieur, direction au Katanga. Du 13 au 15 juin, Lubumbashi abrite une conférence sur le mining dénommée Mining Week. Les travaux qui réunissent les opérateurs miniers sont pilotés par la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Objectif, booster le développement du secteur minier en République démocratique du Congo. Reportage. Mining Week, un espace d'échange entre les grandes sociétés minières, les experts miniers et les autorités congolaises. La conférence se penchera sur les immenses potentialités de la République démocratique du Congo et ses blocages économiques. Le nouveau code minier promulgué en mars dernier par le président de la République est aussi au cœur des échanges. Une opportunité d'établir les défis et d'en offrir des solutions à travers un panel d'opérateurs et le partage d'expériences. Sur place, une plateforme unique des experts miniers pour rehausser l'investissement minier en République démocratique du Congo, notamment l'intelligence du marché, les solutions stratégiques et les techniques innovatrices pour les opérations. Bien évidemment, expositions, ateliers techniques et visites de certains sites sont au programme. Les déficits énergétiques de la République démocratique du Congo s'invitent au rendez-vous, sans oublier les banques qui éprouvent une certaine lourdeur à s'impliquer à fond à cause de l'incertitude politique en République démocratique du Congo. Débuté le 13 juin, Mining Week ira jusqu'au 15 juin. Retour à Kinshasa, réforme de l'administration publique. La délégation de la Banque mondiale qui séjourne en République démocratique du Congo a salué les avancées du projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique. La délégation a échangé hier avec le ministre d'État en charge de la fonction publique. Reportage, bienvenue Babois, Eli Bandoumbele et Alain Zongola. Le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique est sur des bonnes voies. Bien que plusieurs étapes aient été franchies, beaucoup reste encore à faire, a confirmé le coordonnateur des programmes de croissance en finance de la Banque mondiale au sortir de l'audience lui accordée par le ministre d'État, ministre de la fonction publique Michel Bongongo. Ce projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale, a pour objectif principal d'améliorer la capacité de ressources de certains ministères et institutions ciblées en vue du rajeunissement du personnel. Les bénéficiaires directs du projet sont les fonctionnaires éligibles à la retraite, les jeunes diplômés désireux de faire carrière dans l'administration publique, les fonctionnaires actuels qui auront accès à des prestations de retraite améliorées et de meilleures perspectives de carrière dans les ministères et institutions ciblées, et les bénéficiaires indirects sont notamment la population qui pourront s'attendre à des meilleurs services. Ce projet compte 5 grandes composantes liées à l'appui du rajeunissement de l'administration publique dans les ministères et agences ciblées, l'appui au processus de mise à la retraite, le renforcement de capacités à travers une infrastructure de centres de formation, l'appui au rajeunissement de l'administration publique au niveau provincial. Depuis sa mise en œuvre, plusieurs résultats ont été obtenus, parmi lesquels l'emploi de 285 jeunes professionnels
par le ministère ciblé depuis fin juin. Rappelons par ailleurs que le projet de rajeunissement et de réforme de l'administration publique, PRAP en sigle, a été lancé le 1er février 2014 et court jusqu'au 30 avril 2021. Retour au Palais du Peuple en rapport avec l'audience accordée hier à Sénénouton, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population par le président Aubin Minakou. Nous sommes maintenant en mesure de vous diffuser cette rencontre. Félix Ilunga et Rika Lambaye. La valorisation de la femme, la protection de l'enfant et l'amélioration du taux de scolarisation des jeunes filles sont entre autres les mérites de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Senen Unton, représentant des UNFPA, République démocratique du Congo, a félicité le président Aubin Minakou à cause de ses efforts menés par le législateur. Il souhaite le renforcement de ses actions en faveur de la jeunesse. Je suis venu aussi féliciter le président de l'Assemblée nationale et le Parlement pour les avancées qui ont été faites concernant la population et les questions de genre, notamment le code de la famille, la loi sur le VIH, la loi sur la santé qui est en discussion et la loi sur les personnes vulnérables aussi qui sont en discussion. Mais je suis venu aussi faire le plaidoyer pour que les questions de la jeunesse soient au cœur des discussions au niveau du Parlement. Ça veut dire essentiellement l'investissement nécessaire dans la jeunesse pour que la RDC puisse capturer le dividende démographique, c'est-à-dire avoir une transformation socio-économique aux environs de 2030-2050. Cela demande un certain nombre d'investissements au niveau de la jeunesse. Le patron de la Chambre basse a rassuré son hôte de la détermination des élus du peuple à prioriser le réajustement des conditions de vie des Congolais. Avec vous, Élisée Mafou, la suite de ce journal. Bonsoir, Élisée. Oui, bonsoir Anita Kangoudia. L'information, entre autres, les images restent en route. Celle-ci se rapporte à la rencontre organisée par la Commission électorale nationale indépendante avec les mandataires des partis et regroupements politiques reconnus. Il était question pour la CENI d'annoncer la liste actualisée des partis et regroupements politiques en République démocratique du Congo, compte tenu à Mendimoine. Pour le compte du bureau de la centrale électorale, c'est le vice-président Norbert Basengezi Katitima qui a présidé la cérémonie en face des représentants des regroupements et partis politiques. À chacun de ces mandataires, des documents reprenant les conditions de recevabilité et d'irrecevabilité des dossiers ont été remis, mais aussi la liste des partis et regroupements politiques reconnus jusque-là. À ces derniers, la CENI a demandé que le logo et les noms des mandataires et mandataires suppléants soient déposés à partir de ce jeudi. Sera alors député, sera alors président, c'est lui qui est réellement voté, élu. Si vous, en venant ici, vous voudriez monter à mon bureau et dire non, non, le chef d'antenne qui est là ne me plaît pas, mettez celui qui me plaît, les mises en place sont déjà terminées. À ceux qui éprouvent des difficultés pour remplir leur formulaire, la CENI affirme que la maison des élections restera ouverte quant à ceux. Pour nous, c'était un échange assez bon, dans ce sens que ça nous interpelle davantage sur le travail que nous sommes en train de faire, surtout au niveau du scrutin de la législative provinciale. C'est connu de tout le monde qu'à partir du 24, on doit déposer les candidatures pour la députation provinciale. Et il y a des éléments techniques à comprendre, et c'est ce que nous sommes venus attendre de la part du CENI. Mais je pense que la date du 23 décembre devient une date inéluctable. Nous irons et nous allons droit bel et bien vers les élections. C'est en réalité aujourd'hui que l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba était attendu dans sa résidence de Bruxelles. Quelques formalités d'usage ont retardé sa sortie décidée hier par la Cour pénale internationale. À Kinshasa, une messe était organisée en la paroisse Notre-Dame des Fatima en sa mémoire. Images et détails dans nos prochaines éditions.
13 juin, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme qui est due à une absence de pigmentation, c'est-à-dire le manque de la mélanine sur les cheveux, la peau et les yeux. Les campagnes d'éducation et de sensibilisation pour lutter contre les superstitions et les stigmatisations associées à l'albinisme sont organisées à travers le monde. Et à Kinshasa, à l'occasion de cette célébration, l'association Plus de Couleurs a procédé à l'évaluation des conditions de vie des albinos. Marie-Laure Moulumba et Jérès Chimak. Pour attirer une attention particulière à cette catégorie des personnes victimes de discrimination, la structure Plus de Couleurs consacre cette journée à une évaluation de sa lutte pour le bien des albinos. Plus de Couleurs entend unir les efforts et travailler pour que l'albinos retrouve sa vraie place, notamment son intégration socio-professionnelle. Faire quand même un bilan de tout ce que nous avons fait depuis le 13 juin 2017 au 13 juin 2018, tout en rappelant que le 13 juin 2018 n'est pas seulement la célébration de la journée internationale de l'albinisme, mais aussi l'anniversaire de cette structure. Une occasion pour nous de nous retrouver et de faire aussi un état de lieu du combat que nous sommes en train de mener. Fièrement Ndundu et les slogans retenus, question de mettre en exergue les exploits des albinos. Nous clôturons le mois de l'albinisme avec une grosse manifestation qui, à l'accoutumée, aura un grand concert avec l'artiste Jules Levôtre qui présentera son single Mwabana. Et aussi, nous remettrons des diplômes de mérite à toutes ces personnes, physiques ou moraux, qui ont accompagné le combat non seulement de Plus de Couleurs, mais l'émulation des albinos de manière générale dans notre société. Rappelons que l'albinisme demeure une maladie génétique héréditaire qui affecte la pigmentation de la peau. Je pense que chacun de nous devrait se remettre en question sur la situation non seulement de l'albinos la plus proche, mais aussi de la situation des êtres humains en général. Parce qu'avant tout, être albinos, ce n'est pas une race à part, ce n'est pas non plus une fatalité. Il faudrait que chacun de nous puisse comprendre que chaque être humain a son importance. Et c'est la 4e fois que cette journée est célébrée dans le monde en vue de sensibiliser et lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les albinos. Myrte Kuba. Depuis belle lurette, ils sont l'objet de croyances et mythes erronés découlant de la superstition des uns et des autres. D'où la marginalisation et exclusion sociale remarquée il y a peu encore. Il faut dire que les albinos sont dans tout le pays du monde victimes de toutes sortes de stigmatisation et de discrimination. En République démocratique du Congo, par exemple, dans les années 70, 80 et 90, donner naissance à un enfant albinos était considéré comme porter en soi une malédiction. Et à chaque fois que l'on rencontrait sur son chemin un albinos, adulte ou enfant soit-il, il fallait se jeter la salive sur sa poitrine, s'est tapé ensuite la poitrine en répétant quelques phrases, je cite, Maman Nanga, Nabotandundute, traduit en français, ma mère, que je n'accouche pas un albinos. Ces croyances n'ont fait que détruire davantage l'image de personnes atteintes de l'albinisme. Car beaucoup de femmes avaient également perdu leur mariage après avoir donné naissance à un albinos. Mais c'est quoi l'albinisme? Ce n'est qu'une maladie héréditaire due à une mauvaise synthèse de la mélanine. Mais l'albinisme continue d'être profondément mal compris, aussi bien sur le plan social que médical. Et cette journée est une occasion pour le monde de manifester leur solidarité avec les personnes atteintes d'albinisme et d'unir les efforts pour que le plus marginalisé puisse vivre à l'abri de la discrimination et de la peur et exercer pleinement leurs droits fondamentaux. Tout à fait autre chose, après la remise d'une Jeep 4x4 neuve à la DGDA, le sérieux de la Société nationale d'assurance vis-à-vis de ses assurés n'est plus à démontrer. Et dans le cadre de son opération jeudi sinistre, elle a procédé au remplacement d'un véhicule de la DGDA accidenté depuis avril 2014 sur l'avenue du Fleuve à Moudi dans la commune de Ngaliema. Carola Guito, DG de la SONAS, tient à la crédibilité de son entreprise. Elle s'était personnellement investie dans ce dossier à la satisfaction de la régie financière assurée.
En sport mondial 2026, le trio États-Unis, Canada, Mexique a été désigné pour organiser cette compétition, la première à 48 équipes à la veille du coup d'envoi du mondial 2018. Les 68e congrès de la FIFA a désigné ce groupe appelé Uniting 2026. C'est la première fois que le scrutin a été ouvert à 211 délégués des pays membres de l'instance. Le Maroc, pays membre de l'instance, le Maroc plutôt candidat pour la 5e fois, a été nettement battu. Et puisque nous parlons du mondial, nous sommes à quelques heures de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde Russie 2018. Le coup d'envoi sera donné ce jeudi à 14h. Heure de Kinshasa. Le premier match va opposer la Russie, pays organisateur, à l'Arabie Saoudite. Toutes les 32 nations sont sur la place pour leur participation à cette compétition mondiale. Et Numérica Télévision fait un zoom sur cette coupe avec à la clé les chances des 5 représentants africains. Junior Bobema. 32 nations vont se mesurer pour un seul trophée. Il s'agit du plus prestigieux du monde de football, la Coupe du Monde de la FIFA. En Russie, une nation tentera de succéder à l'Allemagne, jusque-là détentrice de l'édition 2014 au Brésil, tombeuse de l'Argentine. Pour cette phase finale, il y aura 8 groupes de 4 équipes comme d'habitude. Et dans cette guerre des continents, l'Afrique n'est pas en reste. Elle est bien présente avec ses 5 places. Jusque-là, aucun pays africain n'a passé le cap du quart de finale. Les Africains, justement, en commençant par le Sénégal, une équipe dirigée par Aliou Cissé a eu une bonne expérience dans ces jeux. Les Lions de la Teranga ont réussi à battre la France en 2002, alors tenant du titre, et ont réussi à jouer les quarts de finale. Donc la bande émenée par Sadio Mané, la star de Liverpool, a des arguments à faire prévaloir. Les pharaons égyptiens, eux, reviennent après une longue période d'absence. Ils n'ont plus pris part à la Coupe du Monde depuis 1990. C'est donc après 28 ans qu'ils retrouvent la scène du football mondial, bien sûr avec une âme fatale qui s'appelle Mohamed Salah, également une star de Liverpool. Le Maroc du capitaine Benatia de la Juventus et Hakimi Achraf du Real Madrid revient après une longue période également de 20 ans. C'est depuis l'édition 98 remportée par la France que les Lions d'Atlas ont pris part à une édition de la Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas tenteront de jouer les troubles fêtes dans ce groupe qualifié de groupe de la mort. Logé en groupe G, la Tunisie va se mesurer à l'Angleterre, la Belgique et le Panama. Les Aigles de Carthage feront leur entrée en lice contre l'Angleterre. La Tunisie est une équipe qui compte plus sur le collectif plutôt que les individualités. Enfin, le Super Eagles Nigeria, une équipe complètement remaniée, vont croiser l'Argentine comme en 2014. Mais dans ce groupe, il faut aussi faire attention à la Croatie du capitaine Luka Modric et la surprenante équipe d'Islande. Les Super Eagles devront donc batailler dur afin d'obtenir leur ticket d'abord pour les 8e de finale avant d'envisager une autre étape. Merci Élisée Mafou. Hors de nos frontières, c'est la lune de miel. Pyongyang et Washington se couvrent de louanges au lendemain du sommet historique de Singapour. Ce mercredi, la presse officielle nord-coréenne a annoncé que Kim Jong-un a accepté l'invitation de Donald Trump de se rendre à Washington et à son tour, il a invité le président américain à se rendre à Pyongyang et à accepter l'invitation américaine. Ces invitations réciproques, renseigne l'agence, sont une occasion importante pour une amélioration des relations entre les deux pays. Lors du sommet hier mardi, les deux parties ont signé un accord, mais très limité, promesse vague de dénucléarisation, pas de calendrier, pas de mesures concrètes. C'est à vous, Hermione Yanvou, la revue de presse de ce mercredi. Enfin, Jean-Pierre Bemba libre. Selon Géopolis Hebdo, la libération du président national du mouvement de libération du Congo a été accordée mardi dans la soirée.
Mais cette liberté provisoire est accordée sous certaines conditions, parmi lesquelles, explique la manchette, il est interdit de faire des déclarations publiques au sujet de l'affaire qui l'oppose à la procureure de la Cour pénale internationale. Entre-temps, précise le vrai modérateur, l'accusation a plaidé pour la condamnation de Jean-Pierre Bemba à 5 ans de prison dans l'autre affaire de subornation de témoins dont l'audience est prévue le 4 juillet prochain. Pour Congo Nouveau, le leader du MLC n'a rien à craindre. Dans un mois, il sera un homme totalement libre, car dans cette seconde affaire, rappelle le journal, il avait écopé d'une année de prison et de 300 000 € d'amende en première instance. Le tri-hebdomadaire voit mal sa peine en appel, lui privé de liberté. Lui qui a passé 10 ans en prison. Rupture consommée entre Bahati et Kokonyangi, écrit La Tempête des Tropiques, qui révèle que l'Alliance des forces démocratiques du Congo a suspendu son 3e vice-président. Bahati Lukwebo reproche à Joseph Kokonyangi sa non-participation aux activités du parti et le fait de s'afficher de plus en plus dans des rencontres politiques aux côtés des autres partis ou regroupements. Pour Joseph Kokonyangi, cité par l'Avenir, de telles questions doivent être réglées au cours du Congrès et non par un seul individu. Avant de boucler complètement ce journal, je vous rappelle que nous avons commencé des essais techniques sur la télévision numérique terrestre. Donc, si vous êtes en possession d'une télévision adaptée, vos remarques sont les bienvenues chez nous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous aussi qui nous suivez sur notre chaîne YouTube Numérica TV. Élisée Mafou et moi vous disons merci. Bonne suite du programme sur Numérica Télévision. Au revoir.